bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous m'entendez bien. Je regarde mes collègues, oui, c'est bon. Voilà, donc on est très heureux, hein. Il y a pas loin de. Il y avait énormément d'inscrits, là. On voit qu'on est déjà une quarantaine de participants. Donc heureux de partager ces résultats. Merci beaucoup au pôle Bourgogne-Vignévin, donc à Florian Imbert, de nous avoir permis d'organiser ce webinaire. Donc moi, Benjamin Bois, donc je suis maître de conférence à l'Institut universitaire de la vigne et du vin de l'Université de Bourgogne et je suis enseignant-chercheur. Et je réalise mes recherches au Centre de recherche de climatologie, qui est une équipe de recherche d'un laboratoire qui s'appelle Biogéosciences. Donc notre équipe, hein, qui est composée d'à peu près une dizaine de chercheurs, s'intéresse à la climatologie en général et travaille en partie sur le milieu viticole. Et donc, on a monté un programme de recherche il y a quelques années de ça pour s'intéresser à l'impact du changement climatique et sur les maladies de la vigne, sur les maladies ravageurs de la vigne. Donc, c'est un projet qui s'appelle CleanCare, qui a fait l'objet d'un cofinancement par les interprofessions Champagne et Bourgogne, donc le comité Champagne et puis le BVB. Ce travail, on a décidé de le mener pour différentes raisons. D'abord parce qu'au niveau de la littérature scientifique, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas beaucoup d'informations sur le sujet. Et puis, deuxièmement, parce qu'il y a quand même une forte pression sociétale, une forte question plutôt sociétale autour de la protection du vignoble, autour des maladies ravageurs de la vigne, avec notamment un regard très tendu parfois sur l'usage des produits phytosanitaires qui sont pourtant bien souvent nécessaires ou indispensables pour assurer une production de raisins dans des conditions climatiques subhumides, comme de très nombreux vignobles de très grande qualité en France et dans le monde. Donc, dans ce contexte-là, notre motivation, elle était un peu double, hein. L'idée, c'était de pouvoir répondre. Est-ce que le changement climatique a joué sur les maladies et ravageurs de la vigne? Alors, dans un milieu, encore une fois, un climat qu'on dit subhumide, donc c'est un climat qui n'est pas méditerranéen, qui est plutôt frais, avec des quantités de précipitations qui sont favorables notamment aux maladies de la vigne, et notamment à l'oïdium, qui est ressenti comme une maladie en recrudescence dans ces régions du nord-est de la France. Et puis, le deuxième intérêt de ces recherches, c'était aussi de se dire, comme on utilise des modèles pour identifier s'il y a un lien avec le climat passé, l'évolution climatique récente, on va dire, et future sur les maladies, on sert de modèles qui simulent le risque phytosanitaire, et ça va nous permettre derrière de transmettre ces modèles aux professionnels afin que les exploitantes et les exploitants vitivinicoles de la région puissent mieux cibler l'usage des produits phytosanitaires afin de limiter un peu les intrants au vignoble. Voilà. C'était l'objet de ce projet. Ce projet s'appelait CleanCare, donc il s'est terminé cette année avec la soutenance de thèse de Sébastien Zito, et il a été mené essentiellement par Sébastien qui est ici avec nous. Donc, qui a soutenu sa thèse le 8 juillet 2021. On avait à l'occasion voulu faire une diffusion en ligne qui avait échoué pour des raisons un petit peu logistiques, hein. C'était un peu tendu, c'est un moment assez particulier, la soutenance de thèse, donc on était rythmé par le temps et on ne pouvait pas trop se focaliser sur les aspects techniques. Donc là, on fait un espèce de bis repetita. Sébastien va nous présenter ses résultats de thèse, donc sur 45 minutes. Mais avant cela, on va vous passer une petite interview de Sébastien Debuisson. Hein, je vais peut-être, Florian, je vais partager mon écran directement. Hein, ça te va? Voilà, donc Sébastien Debuisson qui est le responsable pour les aspects vignes au comité Champagne, et donc qui a suivi bien sûr de très près ce projet. Pourquoi le comité Champagne a-t-il souhaité s'intéresser à l'impact du changement climatique sur les maladies et ravageurs de la vigne dans votre région? On avait déjà observé effectivement l'impact du changement climatique sur la vigne en tant que telle, hein, la vigne et le sol, mais on sait pertinemment que ça a également un impact sur les organismes vivants, dont les ravageurs malheureusement.
Et notamment, on a un vignoble qui est plutôt septentrional et on a l'avantage de voir arriver en Bourgogne ou dans le Mâconnais ce qui arrivera chez nous dans quelques années. Donc, ça c'est toujours avéré. Donc aujourd'hui, effectivement, on s'y intéresse de près tout simplement parce que ça fait partie malheureusement, je dirais, d'une évolution qu'on aura avec l'augmentation des températures notamment dans les prochaines années. Comment vous positionnerez l'oïdium parmi les principaux risques phytosanitaires en Champagne? Eh ben, c'est une maladie qui a changé de statut. On est passé effectivement d'une maladie qui était localisée à quelques secteurs, près des murets, à côté, dans les secteurs historiques, vers une maladie qui est aujourd'hui généralisée sur nos 3 cépages, donc Chardonnay, Pinot et Meunier, et de façon avec des années assez remarquables, hein, notamment sur les 3-4 dernières années. Alors, c'est pas forcément encore passé en termes de dégâts devant le botrytis ou devant le mildiou, mais en tout cas, c'est devenu une maladie qui s'est généralisée sur l'ensemble en fait, du vignoble champenois en quasiment 20 ans. Et certainement lié effectivement à un changement en fait, au niveau de la vigne, bien entendu, mais aussi un changement en fait, au niveau de la conservation de l'oïdium, au niveau, notamment sous ses formes hivernales. En Champagne, il y a une grosse démarche de viticulture durable et puis de viticulture plus respectueuse de l'environnement qui est mise en place. En quoi l'évolution climatique peut poser peut-être des défis pour la Champagne, et puis quelles sont ta vision des choses pour s'y adapter, quoi, pour y faire face? Une vision des choses qui n'est pas forcément très, très optimiste, hein, dans le sens où on est sous un rouleau compresseur. D'un côté, effectivement, on a des ravageurs qui sont qui sont de plus en plus agressifs, une vigne qui est contrainte, hein, souvent par le climat, qui est soumise à des extrêmes climatiques, que ce soit en termes de sécheresse ou cette année en termes de quantité d'eau. Et à côté, effectivement, des moyens de protection qui sont de plus en plus limités, des efficacités produits qui sont plus difficiles à maîtriser. On parle beaucoup de biocontrôle ou autre, donc on n'a pas forcément les mêmes niveaux d'efficacité. Donc au final, en fait, mieux comprendre le développement de ces maladies, mieux anticiper, c'est aussi pouvoir espérer mieux les contrôler. Bonjour à toutes et à tous. Donc, merci Florian, merci Benjamin pour l'introduction. Donc, j'ai le plaisir de vous présenter les travaux de recherche qui ont été menés pendant mon doctorat. Et ce dernier a été mené sous la direction de Yves Richard et Benjamin Bois, ici présents. Donc, parmi les contraintes environnementales auxquelles sont sujets les agrosystèmes, la présence de parasites et de ravageurs, elle n'est pas à négliger. Et la viticulture en fait les frais. Ici, pour introduire le sujet, je vous présente les résultats d'une étude mondiale qui était menée dans le but d'étudier finalement la présence des différents ravageurs et pathogènes dans les différents vignobles du monde. Donc, vous avez les résultats ici de l'intensité, un indice de sévérité plutôt, parmi les différentes maladies et ravageurs que l'on trouvait sur les différentes régions du monde, selon une enquête qui a été menée, vous voyez, au cours de l'année 2017. Et ce qu'on observe, c'est que le mildiou et l'oïdium sont les 2 maladies principales dans l'ensemble des régions viticoles, en tout cas sont bien connues dans l'ensemble des régions viticoles du monde et posent à elles seules pas mal de soucis. Actuellement, les moyens de lutte et de protection contre ces maladies, elles se basent sur l'application de produits phytosanitaires et comme Benjamin l'a dit, ça soulève des enjeux importants puisqu'ils sont à la fois dangereux pour la santé et pour l'environnement. Et en France, à titre d'exemple, des mesures gouvernementales sont prises dans le but de réduire l'impact de l'utilisation de ces produits. Et je peux citer par exemple le plan Ecophyto qui vise par exemple la réduction de 50% des produits utilisés d'ici 2025.
Concernant la France, alors elle est le second producteur de vin au monde et elle présente une part importante de surface agricole plantée en vigne. Ici, vous avez une carte des différentes régions viticoles à l'échelle de la France. L'ensemble de ces régions sont touchées par les maladies et on va parler de pression, maladie, pression phytosanitaire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de réelle mesure. En fait, on n'a aucun moyen actuellement de mesurer quantitativement réellement la présence de ces maladies. On va l'assimiler via différents indicateurs. Et un des indicateurs qu'on regarde est par exemple l'IFT, l'indice de fréquence de traitement, qui correspond au nombre de traitements en utilisant aussi la dose appliquée pour lutter contre ces différents parasites et ravageurs. Et vous avez ici les résultats de l'enquête, des enquêtes Agreste sur 3 années dans l'ensemble des régions viticoles de France. J'ai classé ici les régions selon l'intensité sur l'année 2016. Ce qu'on observe clairement, c'est que la région Champagne et Bourgogne sont les 2 régions qui ont les IFT les plus élevés en France. Alors là, on est pour l'ensemble des maladies, mais si on regarde par exemple pour l'odium, vous voyez ici l'IFT Odium en 2016, où là encore, finalement, dans cet IFT, on a plus de 80% qui est dédié au mildiou et à l'odium. Et ici, vous avez la part dédiée à l'odium pour l'année 2016, où on voit que finalement, la Champagne et la Bourgogne sont les 2 régions pour lesquelles on applique le plus de traitements, en tout cas, pour lutter contre cette maladie. Alors, quelques petits rappels juste biologiques par rapport à l'odium. Donc c'est un champignon ascomycète qui fait partie de la famille des Erysiphaceae. C'est un micro-organisme parasite qui peut toucher toutes les périodes, tous les organes sensibles, tous les organes pardon, de la vigne, que ce soit les feuilles, les rameaux et les grappes. Il va être dommageable sur grappes puisque les grappes touchées par ce pathogène ne peuvent être utilisées pour la vendange. Alors, la présence d'un pathogène, elle implique plusieurs facteurs, des caractéristiques qui lui seront propres au pathogène, donc sa virulence, sa dynamique, mais des caractéristiques également de son hôte, la plante, typiquement les phases phénologiques, sa génétique, sa résistance, et tout un ensemble de facteurs environnementaux qui va jouer sur l'interaction plante-pathogène, dont la part principale est quand même le climat. Et c'est aussi également la part qui va nous intéresser, en tout cas dans lequel on s'est surtout basé dans ces travaux de recherche. C'est vraiment l'influence du climat à la fois sur la plante et les interactions avec le pathogène. Le climat, évidemment, du coup, va jouer à la fois sur la période sensible de la plante et également sur le développement du pathogène et sa vitesse de développement. Le changement climatique auquel nous faisons face aujourd'hui va soulever de nombreuses questions quant à l'évolution justement de ces interactions. La question que l'on s'est donc posée est: le changement climatique influence-t-il le risque phytosanitaire en viticulture? Et on a pris le cas d'étude de l'odium dans les régions de Bourgogne et Champagne. Pour répondre à cette question, je vais détailler cet exposé en 3 points. Dans un premier temps, on va étudier l'évolution du climat, à la fois passé et futur. On va étudier finalement également le lien entre le climat et la plante, ici la vigne, avec l'évolution de sa période sensible aux pathogènes. Et finalement, on regardera l'évolution de la présence de l'odium et on réalisera des projections à l'échelle régionale des différentes régions viticoles. Donc, dans le but d'étudier l'impact du changement climatique contemporain, il est nécessaire d'utiliser des données climatiques. Alors, bien que les 2 régions de Bourgogne et Champagne disposent d'un large réseau de mesures de stations en milieu viticole, ici, on a voulu remonter sur une période de temps assez longue avec un jeu de données complet afin de pouvoir utiliser différents modèles, à la fois phénologiques pour la plante, mais aussi des modèles de maladies, où là, on ne peut pas se permettre d'avoir des données manquantes. Et du coup, on a utilisé des données qui sont issues de Météo France, qui sont des données grillées, c'est-à-dire que chaque point
climatique ici représente finalement un pixel de 8 km de côté. C'est pour ça que vous voyez un espacement des points ici. La distance entre deux points, elle est de 8 km. Et l'avantage de ces données, c'est que on dispose déjà de la température de surface, les précipitations, l'humidité relative, l'ensemble des données climatiques nécessaires pour les modèles. Mais surtout, c'est qu'on a de la donnée quotidienne et complète de 1961 à 2019. Vous voyez ici que pour la région de Bourgogne et Champagne, celles-ci ont été divisées en sous-régions dans notre cas d'étude. Et ces sous-régions ont été distinguées finalement selon les départements, donc les limites géographiques départementales, puisque les données étaient agrégées à cette échelle. Pour sélectionner juste pour terminer pour cette partie-là, pour sélectionner les données climatiques à l'échelle des régions viticoles, vous voyez qu'on a appliqué une délimitation autour des zones plantées en vigne afin de sélectionner les pixels qui tombaient sur ou proches des régions viticoles. Donc ça, c'était pour la période passée. Et maintenant, pour la période future, on a récupéré des données, on parle de projection climatique. Ce sont des données climatiques qui sont issues de modèles de climat. Donc, ces modèles de climat, ce sont des outils de simulation numérique qui regroupent tout un ensemble de modèles pour simuler les processus physiques au sein des différents compartiments de la Terre, donc l'océan, l'atmosphère, la cryosphère. Donc, c'est tout un ensemble de modèles qui simulent le climat à l'échelle de la Terre et qui permettent de réaliser finalement des projections climatiques jusque en 2100, à la fin du XXIe siècle. Une des figures que vous avez peut-être déjà pu observer par rapport à ces projections climatiques, c'est celle-là. Elle est issue du 5e rapport du GIEC et qui présente finalement l'évolution de la température ici, moyenne, à l'échelle de la Terre. Donc la courbe noire, c'est la température observée qui est simulée par les modèles. Et vous avez ensuite l'évolution de la température moyenne à la surface de la Terre en fonction de différentes trajectoires. Ce sont des scénarios, ces trajectoires, elles sont basées sur des scénarios socio-économiques parce que l'incertitude finalement qu'on a pour la période future, c'est-à-dire ici, on a des simulations qui vont jusqu'en 2005, donc de 2005 à 2100, la grande incertitude, c'est les concentrations de gaz à effet de serre qui seront émises dans l'atmosphère sur cette période. Et du coup, on base les simulations futures sur différentes concentrations. Et dans notre cas, je vais présenter des résultats pour 2 trajectoires. Donc la trajectoire RCP 4.5 qui simule finalement une différence du bilan radiatif à l'échelle de la Terre de 4,5 watts par mètre carré en plus. Donc c'est une augmentation de l'effet de serre en fait qui provoque une modification du bilan énergétique de la Terre, l'augmentation des températures. Et la RCP, la trajectoire 8.5, qui, elle, représente une augmentation de 8,5 watts par mètre carré, qui est du coup la plus pessimiste, en tout cas celle qui présente le plus fort réchauffement. Et pour ces simulations futures, ce n'est pas un seul modèle de climat, c'est un ensemble de 22 modèles de climat qui ont été utilisés dans le cadre de ces travaux. Alors, une chose juste importante à préciser, c'est que ces modèles de climat vont simuler les différentes variables climatiques à la surface de la Terre, mais à une échelle qui est de faible résolution. On est entre 100 et 150 km, c'est-à-dire qu'on a des pixels à l'échelle, vous voyez ici, il y a une représentation à l'échelle de l'Europe. On a des pixels où on a une valeur de température, d'humidité, de pluie pour des pixels qui représente une surface très large. Donc, il y a quand même une méthode appliquée, une méthode statistique qui permettait finalement d'obtenir ces 22 modèles de climat, de récupérer des données climatiques à l'échelle plus fine, ici l'échelle de 8 km, celle utilisée pour le passé, celle des données Safran de Météo France. L'ensemble des variables qui ont été, on parle de descente d'échelle, l'ensemble des variables qui ont été appliquées par cette méthode, ce sont les températures maximales quotidiennes, les températures minimales, l'humidité relative et les précipitations.
Alors, à partir de là, on dispose donc de jeux de données climatiques passées et futures, mais il est quand même important de rappeler qu'il y a certaines limites. Les données, du coup, historiques qu'on a utilisées, l'ensemble des données climatiques passées, ce sont des données qui représentent une surface, ce ne sont pas des données de station. Et on a comparé rapidement quand même si on avait des écarts entre les stations en milieu viticole et les données des pixels sur les zones viticoles. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même des écarts. On a une tendance à la sous-estimation des températures maximales et surestimation des températures minimales. On a également une légère tendance à la surestimation de l'humidité relative avec les données safran et une surestimation des pluies. Concernant la descente d'échelle statistique, là aussi, il y a des avantages et des inconvénients, c'est-à-dire le fait de passer de données climatiques futures de 200 km à une échelle de 8 km. Alors la méthode qu'on a utilisée, elle a l'avantage de représenter un temps de calcul assez faible. On peut donc réaliser une approche multimodèle, c'est-à-dire qu'on peut utiliser un ensemble de modèles de climat qui simulent le climat futur et pas un seul modèle. Et elle permet de garder quand même une bonne cohérence temporelle sur le jeu de données. Il y a quand même quelques désavantages à la méthode qu'on a utilisée, c'est qu'elle va corriger chacune des variables indépendamment l'une de l'autre, et c'est qu'elle considère aussi que le lien, parce que elle est basée sur, c'est une méthode statistique qui se base finalement sur le lien entre le climat de large échelle et le climat à la fine échelle dans le passé, et on part du principe que ce lien, il va perdurer dans le futur. On parle ici de stationnarité, c'est-à-dire que le lien appliqué dans le passé se maintient pour le futur. C'est quelque chose qui ne nous est pas possible finalement de confirmer. Donc après les données climatiques, on va s'intéresser ici aux données phénologiques qui ont été observées au sein des différentes régions de Bourgogne et Champagne. On s'est intéressé à 3 stades phénologiques qui vont définir la période sensible de la vigne, à la fois pour les feuilles et pour les grappes. Alors, les 3 stades, vous les avez représentés ici, ce sont le débourrement, la floraison et la véraison. Donc, l'ensemble de ces observations, elles ont été réalisées à l'échelle des sous-régions viticoles, comme je vous l'avais présenté ici, sur cette carte. Elles sont réalisées pour le cépage chardonnay et sur des périodes comprises entre 1987 ou 1994 à 2019. Donc là, on est sur des observations moyennes à l'échelle des régions. On a également un second jeu de données qui, lui, permettait d'avoir une profondeur temporelle plus importante et qui, elles, ont été observées sur le cépage Pinot Noir à la station ici, sur la flèche en rouge là, que vous pouvez voir à la station de Beaune, au niveau de Savigny-les-Beaunes, qui va de 1965 à 2019. Et je vais commencer par l'évolution justement de ces stades phénologiques, c'est-à-dire à l'échelle locale sur le Pinot Noir. Donc vous avez ici représenté sur ces graphiques l'évolution du débourrement ici. Donc l'échelle, c'est le jour de l'année à laquelle on observe le débourrement, et vous avez les années en abscisse. On voit du coup l'évolution de la date du débourrement. Plus la valeur est faible et plus on est précoce dans l'année, plus c'est tôt dans l'année, et plus elle est tard, plus on est sur un débourrement tardif. Pareil pour la floraison et la véraison. À partir de ces dates, on peut aussi calculer la durée entre les différentes phases, entre les différents stades phénologiques, donc la durée entre débourrement et floraison, ici représentée en nombre de jours, entre débourrement et véraison, et entre floraison et véraison. Alors, ce qu'on observe, c'est qu'on a une tendance significative sur l'ensemble des stades phénologiques. Ici, vous avez la tendance affichée en nombre de jours tous les 10 ans. C'est-à-dire que le débourrement tend à être plus précoce de 1,6 jours tous les 10 ans. Et vous voyez ici, pour chacun des stades, l'avancée. Alors, on remarque que l'avancée la plus importante, elle se fait sur le stade de la véraison. Ce qu'on observe également, c'est que la période entre débourrement et véraison tend à diminuer, ici 3,8 jours tous les 10 ans, et ceci est plus lié à une réduction de la période entre floraison et véraison, donc sur la deuxième partie, plutôt qu'entre débourrement et floraison, où vous pouvez voir qu'on n'a aucune tendance significative à la diminution de la période débourrement-floraison.
Ça, c'est une première façon de représenter les tendances, pardon, statistiques sur un jeu de données. Mais on peut réaliser aussi d'autres tests statistiques, comme des tests de rupture, puisqu'on a observé des ruptures statistiques dans les températures dans dans l'ensemble du quart nord-est de la France. Et cette rupture dans les températures qui est observée entre 1987 et 88, eh ben, on peut l'observer également sur certains stades phénologiques, c'est-à-dire qu'on considère finalement deux périodes distinctes, avant et après la rupture, avec une moyenne dans chacune de ces ruptures. Donc c'est une autre façon de voir les choses. Et vous avez un exemple ici, donc le calcul des ruptures qui est réalisé. Alors vous voyez qu'elles ne tombent pas forcément la même année. Ici, on est. Alors 1987-88, ça marche pour le débourrement et la véraison. Pour la floraison, on est plutôt autour de l'année 1991. Et sur les durées des périodes, on observe plutôt des ruptures à partir des années, début des années 1980, où on a vraiment un saut dans la durée des différentes phases. Concernant les données à l'échelle régionale sur les 30 dernières années et même à l'échelle locale, on a la même tendance, c'est-à-dire qu'on n'observe pas finalement d'évolution significative. Quand on regarde les 30 dernières années, on n'observe aucune tendance significative quant à l'évolution des différents stades et même de la durée interstade. Donc, je n'ai pas représenté ici les données à l'échelle régionale, hein, mais elles sont similaires à l'échelle locale. Aucune tendance n'est observée sur ces 30 dernières années. Donc, finalement, ce qu'on a regardé, c'est que malgré le fait que la période et l'évolution de ces stades évoluent peu, on a regardé si les conditions climatiques durant ces périodes avaient évolué. Et ce qu'on peut voir, c'est que on a quelques paramètres qui ont significativement évolué durant la période débourrement-floraison. Ici, vous avez, alors quand c'est un trait, ça veut dire qu'il n'y a pas d'évolution significative deux indicateurs climatiques. Ici, vous avez un ensemble d'indicateurs climatiques, donc les températures maximales, températures minimales, l'humidité relative, donc c'est des moyennes hein, sur la période débourrement-floraison, le cumul de pluie, le nombre de jours où la température est inférieure à 0 et le nombre de jours où la température dépasse 35 degrés. Donc, ce qu'on observe, c'est qu'on a pour les deux régions, Côte d'Or, donc ici on est sur la région Côte d'Or et Aisne-et-Marne, on observe que dans les deux régions, on a une diminution significative de l'humidité relative moyenne et pour la Côte d'Or, une diminution du nombre de jours de gel sur la période débourrement-floraison. Concernant la période floraison-véraison, on observe clairement, du fait qu'elle est peu évoluée dans l'année, on observe clairement là une augmentation des températures, principalement la minimale, avec plus 1,2 et 1,7 degrés pour la Côte d'Or et l'Aisne-et-Marne, et là aussi une diminution de l'humidité relative. Il y a juste une tendance qui ressort, c'est sur l'Aisne-et-Marne, où on a depuis les 30 dernières années, on a le stade de la véraison qui est plus précoce, en moyenne de moins 8,6 jours sur la période 1988-2019. Et du coup, sur l'ensemble de la période, c'est-à-dire que si on fait les températures maximales moyennes de débourrement à véraison, on observe une augmentation de l'ensemble des températures maximales et minimales, une diminution de l'humidité relative, et on retrouve ici une diminution du nombre de jours de gel. On dispose donc d'observations phénologiques sur la période passée, ici, mais il faut étudier l'impact du changement climatique sur la période future. Et du coup, pour étudier l'évolution de la période sensible de la vigne sur la période future, il est nécessaire d'utiliser des modèles phénologiques qui vont simuler les différents stades que je vous ai présentés. Alors, pour ces modèles, on a utilisé, comme vous pouvez le voir sur ce graphique, deux chaînes de modélisation différentes. Donc, c'est deux modèles différents. Alors, trois même, et quatre au total. Quatre modèles différents qui permettent de simuler les différentes phases ici, débourrement, floraison et véraison. Donc, ce sont tous des modèles issus de la littérature scientifique, donc qui sont accessibles par n'importe qui. Hein, et l'ensemble des codes de ces modèles sont gratuits et peuvent être utilisés. Alors, le nom de ces modèles, hein, c'est le modèle brun pour le débourrement. On a également un second modèle pour le débourement qui est le modèle Smooth Utah.
Pour la floraison et la véraison, on a utilisé le modèle GFV et le modèle Wenge-Angel qui va former du coup la chaîne de modélisation ici avec Smoothuta, la chaîne SUV. Et le modèle brun a été associé au modèle GFV et du coup pour la chaîne de modélisation brun-GFV. Donc finalement, on a 2 avenirs différents quant à la simulation des différents stades avec 2 chaînes de modèles différents. Donc des simulations différentes à la fois pour le débourrement, la floraison et la véraison. Donc ainsi, avec les 2 chaînes de modélisation, on les a testées sur les 2 trajectoires climatiques que je vous présentais au début sur les simulations futures. Donc la trajectoire, vous vous rappelez, avec l'augmentation des températures la plus importante et la trajectoire RCP 4.5, la trajectoire ici RCP 8.5 et ici la trajectoire RCP 4.5. Et on a sélectionné 2 périodes futures, le milieu et la fin du XXIe siècle, donc la période 2046-2065 et la période 2081-2100, sur lequel on va moyenner les indicateurs calculés. Alors ici, je vais présenter un exemple des résultats pour l'Aisne-et-Marne, même si les tendances sont globalement similaires pour l'ensemble des régions en Bourgogne, pour l'ensemble des régions, oui, en Bourgogne et en Champagne. Donc ici, vous avez, juste pour expliquer le code, donc la durée de la période débourrement-floraison qui est représentée par ce rectangle vert et la période floraison-véraison qui est représentée par ce rectangle violet. Donc si on s'intéresse à la première partie du XXIe siècle, vous avez ici les résultats pour les 2 chaînes de modélisation. Donc la première chaîne ici encadrée en bleu brun GFV et la deuxième chaîne de modélisation SUV. Vous voyez que l'ensemble des modèles simule tout d'abord une précocité de l'ensemble de la période qui va varier, alors selon les scénarios plus pessimistes ou moins pessimistes, de 19 à 25 jours d'avancée ou de 10 à 13 jours. Vous voyez que selon le modèle phénologique, on n'a pas la même avancée qui est simulée. Pour la première chaîne de modélisation, le modèle brun simule une forte avancée du débourrement et du coup, une augmentation de la durée de la période débourrement-floraison pour le futur, qui pourrait varier de 6 à 9 jours, et une diminution de la période floraison-véraison de 9 à 12 jours. Pour la seconde chaîne de modélisation, on a plutôt un débourrement qui est moins précoce et du coup, on aurait quand même une tendance à la diminution de la période débourrement-floraison qui varie de 5 à 6 jours selon le scénario. Et la période floraison-véraison, on a dû la mettre de côté quand même puisqu'il y a un artefact dans le modèle et il y a en fait, il n'y a aucune évolution qui est simulée due au modèle. On pense qu'il y a, par rapport au modèle, finalement, dans le paramétrage du modèle, il y aurait un souci du fait que on n'ait aucune évolution ici qui est simulée. C'est toujours constant sur cette période floraison-véraison. Sur la fin du XXIe siècle, donc vous pouvez voir que l'avancée pourrait s'accentuer et passer de 24 à 39 jours plus précoce, avec toujours ici une augmentation qui pourrait s'accroître encore pour le débourrement, pour la période débourrement-floraison, et une réduction encore plus importante sur la période floraison-véraison. Et les mêmes tendances sont observées, mais avec un effet plus faible avec la seconde chaîne de modélisation. Si on regarde les conditions climatiques cette fois à l'intérieur de ces différentes phases, comment elles pourraient évoluer? Alors, pour les températures, elles seraient globalement constantes, même du fait que ça se dégale sur le printemps, on aurait peu d'évolution des températures entre la période débourrement-floraison. On aurait quand même une continuité dans la diminution de l'humidité relative moyenne. Et là, selon les chaînes de modélisation, on pourrait avoir une tendance soit à l'augmentation des précipitations dans le cas où on a forcément un nombre de jours plus important entre débourrement et floraison, et une diminution des précipitations dans le cas où on a une diminution de la période débourement-floraison. Concernant la période floraison-véraison, là, les deux chaînes de modèles sont unanimes. Donc, on aurait une augmentation cette fois des températures liée au décalage sur la période estivale et liée aussi à la diminution du nombre de jours sur cette période, une diminution de l'humidité relative et une diminution des précipitations.
Donc, si on synthétise l'évolution sur la période sensible, on peut voir qu'actuellement, sur la période passée, si on regarde entre 1965 et 2019, si on compare les deux périodes 1965-1987 et 1988-2019, on observe actuellement un décalage de l'ensemble des stades d'une moyenne de 7 jours, peu d'évolution entre débourrement et floraison et un raccourcissement de la période floraison-véraison. Actuellement, sur la période 1988-2019, on a une diminution de l'humidité relative et sur la période débourrement-floraison, et ici une augmentation des températures minimales et maximales et diminution de l'humidité relative sur la seconde période. Pour les projections futures, globalement, à quoi on pourrait s'attendre? Eh bien, toujours à une précocité plus importante. On continuerait dans la diminution de l'humidité relative moyenne et l'augmentation des températures et diminution de l'humidité et des pluies pourrait également être observée sur la période floraison-véraison. Donc après avoir décrit l'évolution de la période sensible passée et simulée, on va s'intéresser maintenant aux moyens qui ont été mis en place pour évaluer l'intensité de la maladie. Alors, on a récupéré un ensemble d'indicateurs qui permettent d'appréhender finalement la présence de la maladie, ici l'odium, dans les différentes régions viticoles. L'idée, c'est d'avoir un indicateur qui soit représentatif à l'échelle de la région. Alors, vous pouvez voir ici, j'ai listé les types des indicateurs. Ici, je vais commencer par le premier, la prévalence. La prévalence, c'est le pourcentage, vous voyez, de parcelles parmi un ensemble de parcelles observées qui présentent au moins un symptôme de la maladie. Donc, au cours de la saison, un ensemble de parcelles sont observées par les différentes chambres d'agriculture au sein des départements et des régions viticoles. Et ce pourcentage de parcelles touchées, il est observé de façon hebdomadaire. Alors, ces résultats, l'intérêt, pardon, c'est d'avoir un indicateur annuel et pas un indicateur hebdomadaire. Donc, par rapport à ces observations hebdomadaires, on a récupéré 4 indicateurs sur ces mesures de prévalence. Le pourcentage de parcelles touchées maximal sur feuille, le pourcentage de parcelles touchées sur feuille à floraison, donc en utilisant à la fois finalement la période sensible, la floraison qui est finalement la période à partir duquel les feuilles deviennent moins sensibles. Le pourcentage de parcelles touchées sur grappe à véraison, qui clôture la phase de période sensible de la vigne à l'odium sur la grappe. Et le pourcentage de parcelles avec plus de 10% des grappes qui étaient touchées à véraison. Ensuite, le second indicateur, c'est l'incidence, c'est-à-dire que c'est le nombre de pieds malades à l'intérieur d'une parcelle. C'est un pourcentage du coup de pieds malades à l'intérieur d'une parcelle. Et cette valeur-là, on l'a récupérée pour les TNT, les témoins non traités, c'est-à-dire que certaines parcelles dans l'ensemble des régions viticoles étudiées, on a un ensemble de placettes avec des témoins non traités, avec des pieds de vigne qui n'ont pas reçu de traitement sur le début de campagne, dans lequel on fait des comptages de pieds malades. Donc cette incidence, on l'a observée à floraison et la valeur maximale aussi. On s'est intéressé également à la précocité de la maladie. Donc on a regardé le jour de l'année auquel on observait le premier symptôme sur feuille, donc quelle que soit la zone dans la région viticole, et le jour où on observait les premiers symptômes sur grappe, quelle que soit la parcelle. On a également utilisé le nombre de traitements. Donc là, c'est la valeur directement du nombre de traitements appliqués de façon annuelle pour lutter contre l'odium. Et également des notes indicatrices de la pression maladie qui, elles, sont établies à dire d'experts à la fin de campagne où on évalue finalement la façon dont à la fois la maladie a été gérée et dont elle était présente dans la région. C'est une note qui va de 0 à 5, où 0, on a la maladie qui était quasiment absente et facile à gérer, et 5, une année exceptionnelle où la maladie était très présente et difficile à gérer.
Donc au total, ça fait un ensemble de 10 indicateurs qui représentent finalement, qui a pour but d'appréhender la présence de l'odium au sein des différentes régions. Et on a écarté par contre la région de Côte-des-Barres qui avait à la fois des caractéristiques pardon, dans la base de données récupérée et qui avait peu d'années finalement où on avait des observations. Alors dans un premier temps, on a comparé les indicateurs entre eux pour voir si déjà ils étaient liés statistiquement. Est-ce qu'on observait des liens statistiques entre ces différents indicateurs? Donc ici, vous avez pour chaque région des résultats sur le lien entre ces indicateurs. Donc pour la région Aisne-et-Marne, là, le Chablisien Auxerrois, la Côte d'Or, Côte de Nuit, Côte de Beaune et ici Côte Chalonnaise et Mâconnais. Ce qu'on observe, c'est que dans l'ensemble des régions, l'extension spatiale qui est liée à l'incidence sur la parcelle, pardon, on a observé, excusez-moi, que la prévalence, c'est-à-dire que l'extension spatiale de la maladie, elle était liée à l'incidence sur les parcelles, sur parcelles traitées, uniquement sur grappe. On peut voir aussi que, alors dans certains cas, on n'a pas pu faire le lien direct entre les indicateurs. Si on manquait d'années suffisantes, on a considéré qu'on nécessitait au minimum de 6 années pour comparer les indicateurs entre eux. On a observé que dans certaines régions, vous pouvez voir ici qu'en Aisne-et-Marne et en Bourgogne 71 pour un des deux cas, l'incidence dans les TNT, elle est liée à la prévalence dans les parcelles traitées. On a vu un point intéressant aussi, c'est que la précocité sur feuille, elle n'est pas liée à la prévalence ou à l'incidence, que ce soit sur feuille ou sur grappe. La précocité sur feuille, elle n'est pas liée à la précocité sur grappe, donc des symptômes qui apparaîtraient précocement sur feuille ne signifient pas, alors une année où les symptômes apparaissent de façon précoce sur feuille, en tout cas statistiquement, on n'observe pas de lien avec la précocité sur grappe. Le lien entre la prévalence sur les parcelles où on observait plus de 10% des grappes touchées et le nombre de traitements, bah, il est présent, mais que dans une des 3 régions. Et finalement, la note, elle a un lien statistique avec également le pourcentage de parcelles touchées sur grappe et sur feuille, uniquement ici en Côte d'Or où on pouvait comparer. Donc, il existe certains liens, nos indicateurs sont pour certains liés entre eux, ont des corrélations significatives entre eux dans certaines régions, mais pas pour toutes. Et du coup, on a décidé de les conserver tous pour faire le lien avec les données climatiques que je vais présenter par la suite. Alors, avant de présenter directement ce lien entre les données climatiques, ici, dans un second temps, on regarde le lien qu'il existe entre les régions pour chacun des indicateurs. C'est-à-dire, est-ce que finalement, quand le nombre de traitements est important en Côte de Nuit et Côte de Beaune, est-ce qu'il l'est aussi en Côte Chalonnaise et Mâconnais, par exemple? Est-ce que statistiquement, on suit la même dynamique de la maladie au sein des différentes régions? Donc, en vert, c'est qu'il y a la même dynamique sur l'indicateur entre les régions, ici, donc vous avez l'ensemble de comparaison des régions, et en rouge, c'est qu'on a des dynamiques différentes selon l'indicateur. Donc, par exemple, si on regarde le nombre de traitements qui étaient disponibles uniquement en Bourgogne, on observe que la dynamique est la même, c'est-à-dire que les traitements appliqués en Bourgogne 21, 89 et 71 sont significativement corrélés sur la période étudiée. Concernant la prévalence sur feuille, donc le pourcentage de parcelles touchées sur feuille, on peut voir qu'il y a des liens qui apparaissent dans quasiment toutes les régions, excepté entre la Bourgogne 21 et la Bourgogne 71. Là, la prévalence sur grappe, est sur plus de 10% des grappes, donc le pourcentage de parcelles touchées sur grappe est sur plus de 10% des grappes. On peut voir qu'il y a des différences qui apparaissent selon les régions. Et la précocité, pour le coup, là, elle est vraiment différente selon les régions. On a peu de régions qui ont des liens statistiques sur cet indicateur. Donc, à partir de cette étape, on dispose de données climatiques et des données phénologiques qu'on a pu observer à l'échelle des différentes régions viticoles. Et le but maintenant est de construire des indicateurs
à partir de ces données et de voir s'il est possible de les relier aux indicateurs de maladie que je viens de vous présenter ici, les 10 indicateurs de maladie. Est-ce qu'on arrive à faire un lien avec des données climatiques et liées aux données phénologiques? Alors pour ça, on a construit un ensemble d'indicateurs liés au climat dans le but de faire le lien avec les indicateurs de maladie. Ces indicateurs liés au climat, ils sont de différents types. Bon, je vais présenter ici d'abord une approche empirique où on a par exemple un ensemble d'indicateurs calculés sur les mois, sur la période finalement, la période un petit peu sensible pour la vigne où on voit apparaître la maladie, donc d'avril à juillet. Pour chacun des mois, on calcule la température maximale moyenne, la température minimale moyenne, l'humidité relative moyenne et le cumul de pluie. Ce qui fait un ensemble au total sur 4 mois de 24 indicateurs climatiques qu'on va venir confronter aux indicateurs de maladies observés. Ça, c'est un premier type, c'est les indicateurs mensuels. Ensuite, on a fait un second type d'indicateurs, c'est des indicateurs dits séquentiels, c'est-à-dire qu'on va calculer finalement ces mêmes paramètres climatiques, mais liés à la période sensible de la vigne, finalement liés à la phénologie, c'est-à-dire la température, l'humidité et la pluie entre débourrement et floraison, entre floraison et véraison, et également entre débourrement et véraison, c'est-à-dire sur l'ensemble de la période sensible de la plante, qu'on vient confronter aux différents indicateurs de maladie. Pour le coup, là, ici, on a une centaine d'indicateurs liés à ce type. Le troisième type d'indicateur dans cette approche empirique, c'est ce qu'on appelle une fenêtre glissante. C'est-à-dire qu'on va utiliser un seul stade phénologique, ici la floraison. On s'est concentré sur la floraison puisqu'elle représente finalement la fin de la période sensible aux feuilles et surtout le début de la période sensible aux grappes. Et par rapport à cette date, donc chaque année, on regarde la floraison et on crée une grande fenêtre de 70 jours avant et 70 jours après. Et on crée des fenêtres de différentes tailles, ici 10, 20, 30 jours, qu'on va venir faire glisser tout au long de la période. Et pour chacune de ces fenêtres, on va calculer des indicateurs climatiques, donc la température, l'humidité, la pluie. Et ça, on le fait chaque jour. La fenêtre va glisser de jour en jour et on calcule des indicateurs et on les confronte aux symptômes observés à ce moment-là ou même plus tard sur grappe à véraison. Du coup, là, on ne peut pas dénombrer, il y a des milliers d'indicateurs climatiques qu'on teste et on essaye de trouver finalement des périodes ici où on a un lien statistique entre les données climatiques et les symptômes observés, que ce soit sur feuille ou sur grappe. Ici, on était sur l'approche qui était mécaniste, c'est-à-dire qu'on cherchait un lien finalement statistique entre des données climatiques et des indicateurs maladies. Et il y a une deuxième approche qu'on a utilisée, c'est l'approche dite mécaniste, qui, elle, vise à intégrer l'ensemble du cycle de développement du pathogène et des différentes étapes de son cycle de développement. Donc ici, vous avez le cycle de développement de l'odium. Le but, c'est pas de le détailler, mais l'important, c'est juste de comprendre que ces modèles fonctionnent. Donc il y a 3 modèles différents qui ont été utilisés et ces modèles fonctionnent sur des connaissances sur le passage d'un stade à un autre pour le pathogène, sur les conditions climatiques qui permettent le passage à un autre. Et du coup, on va essayer de simuler l'ensemble du cycle du pathogène à partir de données climatiques. Donc, on retrouve les mêmes données climatiques, c'est-à-dire température maximale, minimale, l'humidité relative, la pluie, et se rajoute un quatrième indicateur qui est l'humectation foliaire et qui permet, qui est une donnée d'entrée au modèle pour simuler le cycle de développement du pathogène. Alors, quel lien statistique on a fait? Donc, vous avez compris qu'on avait un ensemble d'indicateurs qui représentent la présence de la maladie et un ensemble d'indicateurs liés plutôt au climat et aussi à la phénologie. Et l'idée, c'était de faire le lien statistique entre les deux. Ce lien statistique, il a été basé sur un modèle de régression linéaire simple euh, où on a cherché un ensemble de régressions linéaires significatifs avec un coefficient de détermination R2 qui était supérieur à 0,4, donc qui expliquait plus de 40% de la variation entre l'indicateur climatique ou l'indicateur modélisé et l'indicateur de maladie. En appliquant ce choix, on a pu sélectionner un certain nombre de combinaisons entre indicateurs climatiques ou indicateurs de maladie simulés dans les différentes régions. Alors ici, vous avez le tableau des résultats
du nombre de combinaisons qui étaient observées sur l'ensemble des indicateurs selon leur type. Donc, vous voyez, par exemple, en Seine-et-Marne, on a 4 indicateurs mensuels qui ont pu être reliés à l'observation de la maladie, à des indicateurs de maladie. Et vous avez du coup, voilà, ici l'ensemble, le nombre d'indicateurs qui a pu être corrélé. Et peut-être un point important qu'on peut voir, c'est que finalement, si on considère l'ensemble des régions, on n'a aucun indicateur ici, qu'on soit dans des indicateurs empiriques ou même des indicateurs mécanistes, on n'a aucun indicateur qui est corrélé à un des indicateurs maladie pour l'ensemble des régions. Aucune combinaison, du moins. Donc, je vais expliquer peut-être. Je vais expliquer ici plus en détail quelques exemples. Donc, pour prendre un exemple, hein, ce nombre de combinaisons, je vais en présenter quelques-unes juste pour bien comprendre. Ici, par exemple, pour l'Aisne-et-Marne, vous voyez que typiquement, ici, dans ces 4 combinaisons, parmi ces 4 combinaisons, on peut retrouver les températures moyennes au mois de juin. Donc, on est bien sur un indicateur mensuel. Vous voyez, il y a un lien statistique entre les températures moyennes minimales au mois de juin et le pourcentage de parcelles avec des symptômes sur plus de 10% des grappes, qui était un des indicateurs maladie. Et il y a 3 autres également combinaisons qui ont été observées pour cette région sur des indicateurs mensuels. Donc, je ne vais évidemment pas toutes les montrer. C'était juste ici pour montrer quelques exemples. Un exemple sur des indicateurs séquentiels. Ici, vous avez le nombre de séquences sèches supérieur à 7 jours, c'est-à-dire qu'on regarde le nombre de fois où il n'a pas plu pendant 7 jours entre débourrement et véraison. Et on voit le lien statistique ici avec le pourcentage de parcelles avec des symptômes sur plus de 10% des grappes. Ici, on est pour la Bourgogne 89. Un autre exemple ici en Bourgogne 71, où vous avez sur des fenêtres glissantes, donc là c'est l'humidité relative moyenne, on est sur une fenêtre qui dure 20 jours, et on est finalement sur 22 jours avant la floraison. Donc, c'est-à-dire que 22 jours avant la floraison, sur une période de 20 jours, si on calcule l'humidité relative moyenne, on observe qu'on a un lien statistique avec la précocité sur grappe. Alors, j'ai mis ici, vous voyez que pour l'Aisne-et-Marne, on peut avoir quand même aussi des effets inattendus du fait d'appliquer cette méthode. C'est-à-dire qu'ici, on a des corrélations qui sont dans le sens opposé à ce que l'on attendait. Et je vais montrer un exemple. C'est que le nombre de jours avec des contaminations simulées par le modèle, donc ici, le modèle simule un nombre de jours, quotidiennement les contaminations de l'odium. Et on a regardé, nous, le nombre de jours où on avait des contaminations entre débourrement et véraison, et vous voyez que il est positivement corrélé à la précocité sur grappe, mais il devrait être négativement corrélé, c'est-à-dire que finalement, plus le nombre est important et plus c'est tardif, ce qui n'est pas logique, ça devrait être l'inverse. Donc c'est vraiment quelque chose qui est opposé à ce qu'on attendait. Et ça, c'est lié principalement au fait que les modèles qu'on a utilisés utilisent la variable de la pluie comme variable positive pour l'odium, mais n'intègre pas du tout l'effet négatif que peut avoir les pluies sur l'odium. Et du coup, voilà, on peut arriver finalement à des résultats contraires. Donc voilà. Alors évidemment, ces résultats n'ont pas été pris en compte pour les projections futures et ces corrélations ont été écartées. Sinon, pour le reste, l'ensemble des corrélations observées reste dans le sens évidemment attendu. Alors si on fait le calcul, ça fait un ensemble de 248 combinaisons qui sont sélectionnés sur l'ensemble des régions viticoles. On a observé également quelques autres liens qui n'ont pas été montrés directement ici, mais on a aussi essayé de corréler la durée de la période sensible avec les différents indicateurs de maladie. Et il y a certaines corrélations qui sont ressorties, typiquement en Côte d'Or, vous avez la précocité sur feuille qui est positivement corrélée à la durée entre débourrement et floraison. Donc plus la durée est courte et plus l'apparition des symptômes est précoce. Et inversement, en Bourgogne 71 et 89, on a pu voir que plus la durée débourrement-véraison était longue, et forcément plus la prévalence, plus le pourcentage de parcelles touchées sur grappe était important. Et pour la Bourgogne 89, plus la période débourement-véraison est grande, et plus le nombre de traitements est important.
Donc, on voit aussi qu'il y a un lien direct entre la phénologie et la durée de la période sensible et nos indicateurs de maladie. En tout cas, comme je le disais tout à l'heure, quelle que soit la méthode, aucun indicateur climatique ou modélisé est en commun avec l'ensemble des régions, ce qui veut dire que on n'a pas pu établir de lien statistique entre les conditions climatiques et le développement du pathogène pour l'ensemble des régions, mais au sein des différentes régions via différents indicateurs. Donc l'hypothèse ici qui ressort, c'est que forcément, il y a soit d'autres facteurs climatiques qui ne sont pas pris en compte, soit des facteurs environnementaux ou biologiques qui jouent et qui sont plus importants finalement que ces facteurs climatiques. Donc l'idée pour étudier finalement la projection future de l'évolution et appréhender finalement comment pourrait évoluer l'intensité de la maladie. L'ensemble des combinaisons ici ont été testées sur la période future avec les deux trajectoires, RCP 8.5 et RCP 4.5, et un ensemble de 15 à 22 modèles, parce que certains modèles de climat disposaient de l'humidité relative et pas d'autres. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas tout à fait le même nombre de modèles selon les combinaisons des indicateurs. En tout cas, on a appliqué une méthode aussi parce que on a regardé du coup comment allait évoluer l'ensemble des indicateurs climatiques qui étaient aujourd'hui liés aux indicateurs de maladie. Et pour présenter les résultats, je vais présenter les résultats uniquement pour les indicateurs climatiques pour lesquels on a au moins 50% des modèles qui simulent une différence pour le futur. Alors, pour donner un exemple, c'est-à-dire que, par exemple, pour tout à l'heure où j'ai présenté pour l'Aisne-et-Marne les températures du mois de juin, on va regarder on va regarder dans la période future sur les 2 scénarios. Si celle-ci n'évolue pas de façon significative sur la période, alors elle ne sera pas présentée. On va présenter uniquement les résultats où les variables ont vraisemblablement, où il y a un consensus finalement parmi l'ensemble des modèles. Donc, faut que parmi les 22 à 15 modèles de climat utilisés, plus de la moitié simule une différence dans l'évolution de cet indicateur climatique. Alors au total, quand on regarde sur les 240 et quelques indicateurs qu'on avait, il y en a 248, il y en a 65 qui vont évoluer de façon significative sur une des deux périodes ou avec une des deux trajectoires. Donc on va regarder le résultat pour ces 65 indicateurs qui vont évoluer de façon significative. Du coup, pour synthétiser un petit peu l'évolution de ces 65 indicateurs, je vais représenter ici dans ce tableau l'évolution de ces indicateurs. Donc, soit ils vont évoluer de façon favorable au développement de la maladie, ils seront du coup affichés en rouge, ou soit ils vont évoluer de façon défavorable à la maladie, et du coup, ils seront en vert. Sachant que vous vous rappelez qu'il y a différents types d'indicateurs climatiques. Il y a des indicateurs mensuels, séquentiels, les fenêtres glissantes, et des indicateurs de maladies simulés à partir de modèles qui sont ici représentés, comme vous pouvez le voir, par différents symboles. Alors, le résultat pour chacune des régions, donc vous voyez, pour chacune des régions viticoles, on a divisé première partie du siècle et deuxième partie du siècle. Donc, ce que l'on peut observer finalement, c'est que pour un ensemble de régions, on a quand même certains indicateurs tels que la précocité sur feuille qui aurait tendance finalement à être plus tardive, donc la présence de la maladie, des indicateurs, pardon, liés à la précocité sur feuille qui pourraient évoluer de façon positive. On a également ici pour l'Aisne-et-Marne des indicateurs liés à l'incidence sur les TNT et à la prévalence sur grappe qui pourraient évoluer de façon positive, donc défavorable au développement de l'odium, donc positif d'un point de vue viticole. Par contre, on observe aussi que certains indicateurs climatiques qui étaient liés à la précocité sur grappe, au nombre de traitements et à la prévalence sur feuilles et sur grappe pourraient évoluer de façon plutôt négative et favorable aux pathogènes, ici dans les différentes régions que vous voyez, Bourgogne 21, 71, 89 et aussi dans l'Aisne-et-Marne. Et on a également dans certaines régions à la fois des indicateurs qui pourraient évoluer de façon positive et négative. Donc un contraste, c'est assez mitigé. C'est pas une évolution négative pour l'ensemble des régions, ni positive pour l'ensemble des régions. Vous voyez que selon les indicateurs climatiques, on pourrait avoir des effets à la fois bénéfiques et négatifs pour le pathogène. Donc,
pour terminer, sur la base des observations, qu'est-ce que l'on a observé? C'est que, pour conclure, j'approche de la conclusion. Donc, sur la base des observations, on n'a pas de tendance nette à la diminution, à l'augmentation de l'odium avec les indicateurs qu'on a utilisés au sein des régions. Donc, on avait globalement des périodes assez courtes, hein. On remonte au maximum que sur une vingtaine d'années, et la majorité des indicateurs étaient plutôt fixés sur une dizaine d'années. Et en observant ces indicateurs, on ne peut pas définir une tendance significative à l'augmentation ou à la diminution. On a vu que ces indicateurs, ils étaient plus ou moins liés entre eux selon les régions. Pardon, que ces indicateurs, selon les régions, il y avait un lien entre les régions et un lien entre eux qui pouvait être plus ou moins important. Concernant les projections futures, finalement, entre les indicateurs climatiques liés à ces indicateurs de maladie, ce qu'on peut observer, la tendance qui ressort finalement quant à l'évolution des indicateurs de façon significative sur le sud de la Bourgogne, c'est qu'ils seraient plus liés à l'intensité de la maladie qui pourrait du coup être plus élevée avec un début d'épidémie plus tardif. Et pour le nord de la Bourgogne et la Champagne, une intensité plus faible et un début de l'épidémie plus précoce. Là, on est uniquement sur les indicateurs climatiques qui vont significativement évoluer. On ne prend pas du tout en compte un ensemble d'indicateurs qui sont en plus majoritairement liés aux précipitations, puisque ce que je n'ai pas présenté finalement, c'est que beaucoup d'indicateurs actuellement liés avec les précipitations ne montrent pas d'évolution significative dans le futur, c'est-à-dire qu'on n'a pas un consensus sur les modèles de climat quant à l'évolution des précipitations dans l'ensemble du quart nord-est de la France et du coup dans les régions viticoles étudiées. Donc finalement, l'augmentation ou la diminution des précipitations pourrait venir modifier ces tendances. En termes de conclusion générale, concernant la période sensible de la vigne, donc on a une évolution de la phénologie qui est marquée depuis les années 1960. Ce qu'on voit, c'est que depuis 30 ans, on a peu d'évolution, mais par contre, on a une augmentation des conditions, des températures et une diminution de l'humidité relative pendant la période sensible. Concernant les projections de la phénologie, c'est l'ensemble des modèles simulent un consensus sur l'évolution des stades phénologiques quant à leur précocité. Par contre, sur la durée de la période, selon le modèle, elle pourrait varier entre débourrement floraison et floraison véraison. Concernant l'intensité de la maladie, donc on a utilisé tout un ensemble, vous avez pu le voir, d'indicateurs climatiques et d'indicateurs de maladie. Un des points importants peut-être à retenir, c'est qu'actuellement, on n'a pas réussi à trouver un modèle unique où on observe finalement un lien statistique dans l'ensemble des régions avec l'ensemble des indicateurs sur lesquels on a travaillé. On n'a pas réussi à obtenir de lien statistique et du coup de modèles uniques. Du coup, on a utilisé un ensemble de modèles, mais différents selon les régions. La projection du risque, comme on a pu le voir, elle est différente. Il y a des légères variations selon la région étudiée. Et quand même, un point important aussi à retenir, c'est qu'il reste une incertitude importante qui est liée aux pluies et pour lequel on n'a pas de consensus sur les projections dans le futur quant à l'évolution des pluies sur les régions viticoles étudiées. Alors pour terminer, juste quelques perspectives par rapport à ces travaux. Donc, il serait intéressant d'appliquer ces méthodes à d'autres régions viticoles de France, puisqu'on sait très bien que les observations réalisées ici dans les chambres d'autres observations se réalisées dans d'autres régions viticoles de France. Et si les données sont disponibles, on pourrait très bien reporter ces travaux dans d'autres régions de France, ou même à l'étranger, avec la présence de ces observations. On a pu voir que finalement, sur les chaînes de modèles pour la phénologie, même elle, on a des contrastes très importants entre les deux. Donc, ça serait intéressant de se pencher aussi sur d'autres modèles et croiser aussi d'autres modèles de phénologie, puisque typiquement pour le débourrement, qui est vraiment le stade le plus difficile à simuler, on observe de fortes différences selon les modèles. Et finalement, un dernier point qui serait aussi très intéressant d'aborder et d'étudier, c'est le rôle d'autres facteurs environnementaux qui vont jouer sur la présence du pathogène
et qui semble finalement avoir un rôle assez important puisque le lien avec le climat, comme vous avez pu le voir, n'est pas uniforme selon les régions et n'est pas unique. Pour terminer, et avant juste de clôturer, je tiens à remercier le Bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne et le Comité Champagne qui ont financé ces projets de recherche et qui ont mis aussi à disposition tout un ensemble de jeux de données. Et j'oublie pas évidemment de remercier tout un ensemble d'autres organismes qui ont participé à la récupération des données et qui ont aussi collaboré dans ce projet. Voilà, merci pour votre attention. Simplement, avant d'enchaîner sur les questions, je voudrais donner un petit commentaire personnel sur le travail là, qui a été présenté. Alors, pour ceux qui ne sont pas rompus à cet exercice, hein, Sébastien là, vous a fait un bis repetita de sa soutenance de thèse. Donc, vous voyez qu'un travail de thèse, c'est déjà un travail assez important. Et la soutenance, c'est un exercice délicat qui consiste à résumer en un temps très contraint 30-40 minutes, ce qui a été réalisé pendant 3 années de travail. Et ici, bon, je ne sais pas si vous avez apprécié la synthèse qui a été réalisée, mais on voit qu'il y a peut-être parfois, on est un peu noyé sous l'information. Et là, je trouve que ça a été assez bien synthétisé, assez pédagogique. Donc, si d'aventure, il y a des choses qui sont pas claires, n'hésitez pas, hein, bien sûr, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'informations qui ont été présentées. Deux sentiments généraux que j'ai eus après pour avoir participé à l'encadrement de ces travaux de recherche. C'est d'abord qu'on s'attendait, nous, à avoir vraiment dès le départ, à avoir un ensemble d'indicateurs qui allaient vraiment tous dans le même sens. Et ça a été une grosse surprise, en fait, pour vous dire un petit peu ce qui s'est passé en coulisses, c'est qu'on a peut-être pendant un an et demi, Sébastien a fait un travail considérable de collecte de l'information et j'attire aussi votre attention sur le fait que c'est extrêmement important l'archivage des informations, la collecte, la consolidation des bases de données, toutes ces informations qui sont collectées sur le terrain, et ben on peut les valoriser derrière à terme. Et donc là, il y a eu un travail énorme qui a été fait. On s'attendait à avoir des corrélations très nettes entre prévalence, entre l'incidence, voilà, des choses flagrantes. Parce que qu'est-ce que c'est qu'une année de forte pression? Eh bien, la réponse, on ne l'a pas. Hein. Une année de forte pression au idiome, selon qu'on prenne des notes, des nombres de traitements, des IFT, des observations sur témoins non traités, des observations, eh bien, on n'a pas la même information. Et ça, je trouve que c'est un grand enseignement de ces travaux de thèse pour moi. Et deuxième enseignement, bah, c'est qu'il n'y a pas de lien parfait non plus, flagrant, éclatant, entre l'évolution climatique récente qu'on a vécue jusqu'à maintenant et la pression au idiome. Et pourtant, nombre de professionnels vous diront qu'ils voient cette pression au idiome augmenter. Alors, il y a d'autres facteurs qui peuvent jouer, hein, bien sûr. Et donc, voilà deux points que je voulais souligner sur ce travail. Et puis, je voulais féliciter aussi Sébastien qui a fait un travail vraiment, vraiment remarquable dans ses travaux. Alors, il y avait une question qui était posée, qui demandait est-ce que une étude similaire pourrait être envisagée, Sébastien, pour toi, concernant le mildiou ou le black rot? Parce que là, tu as parlé de l'oïdium finalement, mais... Ben oui, tout à fait. En fait, oui, ça pourrait être envisagé. On nécessite seulement voilà, d'indicateurs finalement. C'est toujours. Alors à la base, on avait voulu travailler aussi sur le mildiou. Le mildiou intégrait aussi le projet de recherche, hein. Mais on a observé du fait des données, des observations qui étaient réalisées finalement de façon hebdomadaire, n'étaient pas construites de la même façon que les données Odium. Et pour le coup, il était plus difficile de sortir des indicateurs. L'idée vraiment de comprendre, c'est pour réaliser ce type de travail, c'est de réussir à sortir des valeurs numériques quantitatives qui permettent d'évaluer finalement la présence du pathogène, hein, que ce soit le mildiou, le black rot, à une certaine échelle et de le relier à des conditions climatiques. Donc, dans le cas où effectivement on dispose de données sur le mildiou et sur le black rot sur quand même une période assez longue temporellement, on peut, pour moi, ça semble envisageable d'appliquer des méthodes similaires. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose, Benjamin, mais je pense que voilà, oui, globalement, on peut effectivement envisager ce travail-là sur d'autres pathogènes. Oui, justement, ça fait écho, Sébastien, à une remarque qui est faite. Est-ce que c'est pas le pathogène le plus complexe et le plus incertain à prévoir qui a été choisi finalement?
Ben oui, oui, et c'est pour ça qu'on a focalisé l'ensemble du travail. Au cours de la thèse, il y a eu des réunions et on a redirigé les travaux sur l'odium parce que, effectivement, du fait de sa complexité, effectivement, aujourd'hui, de la compréhension qu'on en a et voilà, et la complexité qui apparaissait aujourd'hui a fait qu'on a focalisé les travaux principalement sur cette maladie. Et la preuve en est que des résultats qu'il reste compliqué. Et comme Benjamin l'a bien expliqué, hein, c'est que l'idée initiale, c'était vraiment à ce qu'on s'attende à observer un lien direct avec le climat, ce qui a été finalement assez difficile à observer. Alors, on observe des liens, mais différents selon les régions. D'ailleurs, il y avait une question qui a été posée aussi pré-séminaire, hein, avant le séminaire, lors des inscriptions, et sur justement les facteurs de conduite qui peuvent aggraver la virulence de l'oïdium. Est-ce que tu as des choses qui ont été réfléchies lors des différents comités de suivi de thèse, ou que tu as observé dans la littérature scientifique qui pourraient jouer, ou tes observations de terrain? Tu peux peut-être me dire un petit peu, tu as fait quand même des suivis à la parcelle également? Oui, alors dans la conduite, ce qu'on a pu observer, nous on a testé aussi, effectivement, on a observé dans les témoins non traités des liens, si on pouvait observer des liens à une échelle plus fine, c'est-à-dire que au sein de la parcelle, est-ce qu'on arrive à observer un lien finalement avec les conditions climatiques mesurées tout proche de la parcelle et la présence du pathogène dans cette parcelle, dans des zones où justement on n'appliquait pas de traitement ou du moins dans le début de la saison. Et les liens les plus importants qui sont ressortis, ce sont la phénologie de la plante. Le lien les plus forts, hein, c'était en lien avec la phénologie, donc la précocité qui avait joué le plus sur la présence de la maladie. Et on a aussi la vigueur qui a joué sur la présence de la maladie. Les zones les plus vigoureuses étaient les zones les plus touchées. Ah, je vois l'altitude et l'exposition. On a fait des tests, mais on avait un nombre d'échantillons qui n'était pas assez important finalement pour comparer ces paramètres, altitude, exposition. On manquait d'échantillons pour justement voir si ces paramètres pouvaient jouer. Mais je pense qu'ils peuvent jouer, mais malheureusement, on n'avait pas assez d'échantillons, hein, parce qu'il faut quand même trouver un nombre assez important de viticulteurs qui veulent bien laisser des parcelles non traitées, et c'est chose rare, surtout quand on voit les dégâts que peuvent produire l'odium. Voilà. Après, ça pose quand même assez problème et c'est difficile à gérer. Et puis d'une année sur l'autre, ça laisse aussi la présence d'inoculum important dans la parcelle. Donc il y a toujours un risque quand même pour la personne qui laisse une partie de sa vigne qui n'est pas traitée. Après, c'est vrai que j'ai pas précisé dans les données, mais l'ensemble de certains indicateurs qu'on a utilisés intégraient des traitements, hein, parce qu'on était sur un nombre de parcelles touchées, non traitées, on était sur un pourcentage de parcelles qui étaient touchées et qui avaient des traitements. Mais on était sur quelque chose de très large échelle et un nombre de parcelles vraiment important. Et l'idée, c'était de représenter plutôt la dynamique à l'échelle régionale et pas au sein de la parcelle. Benjamin, ton micro est coupé. Tu dis sans doute quelque chose de très intéressant, mais on n'entend pas. Non, je vais reprendre une question aussi je trouve qu'il y a eu des questions intéressantes là, plutôt d'ordre méthodologique, hein, ou voilà, des questions que tu t'es posées, je crois, par rapport à la durée de la période végétative, et puis une autre sur le coefficient de corrélation. Mais on va commencer d'abord sur la période végétative. Philippe Cartolaro nous dit, hein, plus la période végétative est longue, plus il y a de traitement. Ouais. Hein, et du coup, comment tu as intégré cet aspect-là? Ben, effectivement, c'est sûr que ça veut dire que si on respecte les cadences de traitement, c'est tout à fait logique que plus la saison est longue et plus le nombre de traitements est important. Pour moi, là, c'est effectivement, je pense que la réponse, c'est ça, hein. Je veux dire, une période plus longue va du coup nécessiter un nombre de traitements plus important si les traitements sont appliqués en suivant une cadence de traitement régulière. Après, si cette cadence de traitement ne suit pas un calendrier en fonction du nombre de jours, mais plutôt en fonction d'indicateurs ou de préconisations extérieures et qui pourraient du coup faire évoluer ces dates de traitement et pas du coup, entre guillemets, ne pas respecter ce calendrier de traitement qui est basé uniquement sur la durée d'efficacité du produit, peut-être que là, on pourrait avoir des effets différents selon les années. En tout cas, effectivement, c'est intéressant de voir que actuellement, sur la période passée et sur les corrélations qu'on a observées, effectivement, aujourd'hui,
Le nombre de traitements le plus important sont les années où la période de sensibilité débourrement véraison était la plus longue. D'accord. Une question un peu plus technique d'ordre méthodologique là, hein, Oui. c'est Kees Van Leuven qui nous dit que en fait, dans tes comparaisons que tu as fait entre différents indicateurs, tu as pris un seuil de 0,4 de coefficient de détermination. Mais en fait, tout dépend la significativité, elle dépend de l'effectif. Plus tu as un effectif important, plus ce coefficient de détermination peut baisser, alors qu'il y a bien une corrélation significative. Est-ce que tu as testé la significativité quand même des coefficients que tu as observés? Alors, Oui, excusez pour tout le monde, c'est peut-être un petit peu technique comme aspect. non, mais Mais voilà. j'ai mal expliqué. Effectivement, j'ai oublié de préciser ça. Si je reviens ici, là, je partage mon écran. Si j'ai sélectionné les modèles avec un R carré supérieur à 0,4, mais significatif, en testant la significativité. Donc oui, en fait, la significativité était testée et parmi l'ensemble des corrélations significatives, on a sélectionné que celles qui avaient un R carré 0,4. Je ne sais pas si ça répond à la question. Non, bah, ça veut dire qu'effectivement, de fait, on a exclu. Il y a quand même un effet qui est effectif dépendant. Mais bon, ça fait partie Oui. voilà, ça fait Mm. partie des questionnements d'ordre méthodologique. Alors peut-être plus basé sur des aspects climatiques. Euh, Est-ce qu'on a une baisse probable, hein, donc c'est la société Provinetum qui nous demande ça. Est-ce qu'il y a l'organisme de conseil, si je ne m'abuse, d'accompagnement sur la protection vitie, qui nous dit que la baisse probable des futures hygrométries diurnes estivales, est-ce qu'elle conditionnera la sensibilité? Est-ce qu'on va vers une baisse sensible finalement en raison de l'hygrométrie qui pourrait évoluer? Finalement, est-ce que l'hygrométrie va évoluer et est-ce que ça va affecter la pression de l'oïdium? Alors, l'humidité, du coup, l'hygrométrie, c'est, je L'humidité, pense, voilà, est-ce que l'humidité, l'humidité relative. Mhm. Ouais. Mais l'humidité relative, elle tend là, dans les projections, l'ensemble des indicateurs qui sont liés à l'humidité relative tendent à diminuer et du coup, ils seraient donc défavorables aux pathogènes. Enfin, favorables d'un point de vue viticole. J'enchaîne, Florian, hein, Oui, j'aurais Benjamin, des questions, n'hésite tu, pas à tu es relancer le aussi. maître de l'animation de cette Ok. question. Moi, j'aurais des petites questions de relance, hein, si jamais, puisqu'on avait aussi d'autres questions un peu plus larges qui nous avaient été posées Euh, préalablement. Alors, il y a une question de typologie vélaire qui nous dit est-ce qu'il y avait un risque avec. Alors, il y a un modèle Oidium qui est souvent utilisé par les partenaires de la profession, les chambres d'agriculture, dans leurs bulletins en début d'année. Notamment, c'est le modèle SOV, un modèle qui simule un modèle plutôt mécaniste, hein, qui simule notamment la pression en début de cycle. Et donc, on a un indicateur qui va de 0 à 100, etc. Est-ce que, et alors toi, dans le cadre de ta thèse, hein, toutes les semaines, tu fournissais, tu échangeais avec les chambres d'agriculture, avec le comité Champagne, pour envoyer tes simulations pendant la saison, pour voir si les modèles, notamment le modèle de CAFI que tu as présenté, étaient efficaces et utiles à la profession. Et visiblement, il y avait quelques régions dans lesquelles il y avait des informations assez intéressantes qui ressortaient. Les chambres d'agriculture ont un autre modèle qui s'appelle le modèle SOV. Donc, est-ce qu'il y avait des liens avec ça? Est-ce que tu as regardé un petit peu ces liens avec ce modèle alors, on n'a pas. Alors oui, on a regardé, mais rapidement, on va dire. J'ai pas récupéré en fait ce que j'ai pas les codes déjà du modèle SOV. Donc déjà je peux pas regarder les équations du modèle SOV, je connais pas les équations, elles sont pas bah, ou moi en tout cas je n'ai pas eu accès aux équations du modèle SOV. Donc j'ai pas pu comparer déjà en termes voilà vraiment d'un point de vue statistique, j'ai pas pu faire de comparaison directe avec le modèle SOV. Après d'un point de vue visuel, et de ce que je voyais dans les bulletins, c'est qu'on avait quand même des simulations différentes. Donc, ce n'est pas les mêmes équations qui sont dans le modèle SOP. Ça, je sais que ce n'est pas les mêmes, mais après, non. Mais ça serait intéressant. J'ai vu l'indicateur annuel du modèle SOV, bien que je ne sache pas vraiment comment il soit calculé. Ça pourrait être intéressant
de le récupérer et de regarder un petit peu comment il est construit et voir si effectivement on arrive aussi à le lier à certains indicateurs maladies que j'ai présentés là, hein. Parmi les 10 indicateurs, nombre de traitements, pourcentage de parcelles touchées et tout, ça pourrait être toujours intéressant. L'idée quand même du projet était d'utiliser ici que ce soit pour simuler la phénologie ou pour que ce soit simuler le pathogène ou ou une partie de son cycle. L'idée, c'était d'utiliser des modèles dont les équations sont connues et publiques, on va dire. Voilà. En tout cas, d'un point de vue scientifique, l'ensemble des modèles que j'ai utilisés sont publiés dans des articles et peuvent être utilisés par n'importe qui, en fait. C'était Alors, aussi un... tu, Tu mets le doigt ici sur un problème qui m'échappe un petit peu d'ailleurs, hein, à titre personnel. C'est parfois la surprotection de certains modélisations, alors que l'important, hein, c'est l'expertise qui en est donnée, qui en est issue. Donc, mais c'est vrai qu'on peut regretter parfois qu'il y ait certains modèles qui circulent et dont on ne peut pas avoir accès aux sources. Et comme la science, il faut qu'on soit absolument impeccable sur la manière dont on a produit nos données. Bah, il est indispensable d'avoir toutes les équations des modèles qu'on utilise, sinon on ne peut pas faire de publications scientifiques. Alors, pour rester un petit peu le modèle SOF, ça se base sur les conditions climatiques qui sont passées pendant l'hiver l'année précédente. Et d'ailleurs, il y a une discussion dans le fil autour de ce sujet. Finalement, est-ce que l'absence de corrélation que tu obtiens, ou alors l'absence d'effet net du climat sur la pression oïdium, ça ne viendrait pas du fait qu'il pourrait y avoir un inoculum présent davantage? Il y a même une question aussi sur des stades particuliers, comme le stade autour de la nouaison, où il semblerait qu'il y aurait des stades très très sensibles par rapport à ça. Mais c'est deux questions séparées. On va d'abord parler de ce qui s'est passé les années précédentes. Est-ce que le climat de l'année précédente pourrait jouer, à ton avis, sur ces impacts? D'un point de vue biologique et d'un point de vue du cycle du pathogène, on sait effectivement que les organes de conservation sont issus des contaminations de l'année précédente, qui vont rester au sol dans la parcelle et sur le cep. Donc effectivement, une parcelle qui n'a pas d'odium a potentiellement a moins de chances d'avoir des contaminations précoces ou du moins des premières contaminations qui sont issues de sa parcelle. Mais après, ce qu'il faut savoir, c'est que les spores aussi du pathogène sont très volatiles et peuvent voyager sur plusieurs kilomètres. Et du coup, la grande question, c'est est-ce qu'on considère réellement qu'il y a un effet direct est-ce qu'il y a un effet direct de la parcelle par rapport à l'année d'avant et sur l'année d'après? On en entend parler, hein, c'est vrai qu'on en entend parler de parcelles ahistoriques. Donc ça, c'est plutôt des observations qui sont faites par les chambres, hein, les conseillers des chambres en parlent. Donc c'est vrai que j'y ai entendu. Après, il faudrait, je sais, c'est difficile de le démontrer finalement, mais ça serait peut-être intéressant de se pencher finalement effectivement sur l'historique, mais il faudrait des données plus précises, peut-être à une échelle plus de la parcelle, hein. On n'est plus du tout sur la même échelle sur laquelle on a travaillé et sur lequel j'ai travaillé. Moi, j'ai vraiment travaillé à l'échelle régionale, mais travailler effectivement à l'échelle de plusieurs parcelles et voir historiquement sur plusieurs parcelles et monter une expérience quoi, pour essayer de comprendre est-ce qu'il y a vraiment un lien statistique et on peut prouver un lien statistique entre l'effet historique et pas seulement l'effet de l'observer. Bien que si c'est observé, il y a des chances qu'il y ait quelque Alors, chose. Après, je sais pas ce que tu en penses, Benjamin. souviens-toi, on en avait parlé avec Agnès Kalonec, donc, qui est une phytopathologiste qui connaît très très bien l'oïdium, c'est une des spécialistes nationales sur ce sujet. Et elle nous avait raconté ses déboires en allant compter les cléistotèses qui étaient dans les écorces pendant l'hiver. Il y avait des lieux où il y avait une quantité, des années où il y avait une quantité d'inoculum qui était incroyable, et pour autant des contaminations, des captures de spores très faibles l'année suivante, et à l'inverse, des lieux où il y avait très peu de cléistotèses finalement, et pourtant une pression phytosanitaire élevée. Donc c'est pas si simple que ça, il y a peut-être des aspects d'écologie microbienne à considérer, qui rend les choses, en tous les cas, semble-t-il, assez difficiles. Et c'est d'ailleurs ce que souligne Philippe Cartolaro, hein, de l'IFV, qui nous dit que voilà, qu'il y a des problèmes qu'il peut y avoir à ce sujet-là. Et puis une autre question, une remarque assez intéressante, c'est finalement tu as fait des fenêtres glissantes, donc je ne sais pas si pour tout le monde ça a été c'est clair parce que c'était assez technique. Donc on regarde le climat qui a
20 jours avant véraison, puis 19 jours avant véraison, puis pendant toute la semaine, par exemple, hein, voilà, sur des périodes. Est-ce qu'au moment de la nouaison, c'est-à-dire un petit peu après floraison, tu trouvais qu'il y avait un lien? Parce que visiblement, dans des expériences de terrain, on a observé un lien, qu'il y a quelque chose qui se passait au moment de la nouaison. Donc, tu te souviens de ça ou pas, Alors, d'aspect particulier? ça me parle pas trop, mais j'avais la figure. Faudrait que je regarde sur ma figure. Ça me parle pas trop. Nouaison. Alors, le problème, c'est que sur cette méthodologie, j'ai utilisé uniquement la floraison. Et j'ai pas recalé. Et comme on est sur du calcul des corrélations sur plusieurs années, la nouaison, elle arrive à différents moments. Et du coup, j'ai pas de fenêtre glissante qui tombe toujours au moment de la nouaison. Il faudrait que je recommence l'expérience en fixant cette fois pas la floraison comme référence, mais la nouaison. Donc c'est assez compliqué. Je pourrais dire sur par exemple, la date moyenne de la nouaison, mais ça serait quand même pas le vrai résultat. Donc non, j'ai pas regardé par rapport à la nouaison. L'idée, ce serait de regarder nouaison et symptômes sur grappe, j'imagine. Une- une- par contre, dans la littérature, hein, si on revient dans la littérature et sur la période sensible des grappes, et ça aussi, ça soulève plusieurs questions, puisque on a vu ces dernières années, on parle de contamination très tardive, et pourtant, d'un point de vue, dans la littérature, on parle de période sensible pour les grappes qui sont dans les 3 semaines après floraison. Et nouaison, on est déjà finalement sur une période normalement presque plus sensible, ou tout doucement, en fait, on s'approche de la période plus sensible, peu sensible. Mais c'est vrai que la période de sensibilité des grappes, elle est encore un peu, je pense qu'il y a encore des questionnements là-dessus. Et voilà. Alors, il y a quand même aussi une chose à préciser, c'est que les symptômes de la maladie sont aussi très difficiles à observer, en partie quand même, surtout les tout premiers symptômes. Et ça pourrait jouer aussi, du coup, sur l'interprétation, ou sur une mauvaise interprétation. Ok, très bien. Merci. Ben, je crois que voilà, on a fait, on a traité pas mal des questions qui étaient abordées. Ah oui, il y avait quand même une question sur l'ensoleillement. Ben, vas-y, Florian, tu peux la reprendre si tu l'as. On peut prendre encore une dernière Oui, question, puis on va oui, conclure. On va conclure. c'est aussi un moyen de rappeler peut-être des éléments qui ne sont pas trop connus en matière d'évolution prévisible ou probable du climat. On avait une question sur le paramètre ensoleillement et à savoir s'il aura une influence sur le comportement des maladies cryptogamiques dans un contexte de réchauffement climatique. Et on fait cette association entre réchauffement climatique et augmentation de l'ensoleillement. Est-ce que tu as des éléments à nous dire là-dessus et éventuellement si ça peut compenser, on nous posait la question, si ça peut compenser l'augmentation de la pression liée aux précipitations? Alors, donc effectivement, j'ai montré que ça s'est avéré d'un point de vue de l'ensemble des modèles, c'est qu'on tend à une augmentation des températures. Pour l'ensoleillement, par contre, ça me vient là à l'idée, c'est que du fait que le stade, que la phase de la période sensible se décale dans l'année, la durée d'ensoleillement pourrait varier très légèrement, mais il faudrait la calculer déjà, puis du fait qu'elle se décale dans l'année. Donc ça pourrait jouer un petit peu, ça pourrait évoluer. De là à ce que ça joue sur le pathogène, je sais, j'en ai aucune idée, mais ça pourrait être un point potentiellement. Mais il faudrait déjà connaître finalement le lien. Et à ma connaissance, je ne crois pas qu'il existe de lien déterminé sur la durée d'ensoleillement et la présence du pathogène. Même si on sait qu'il est effectivement sensible aux UV, je ne sais pas, Benjamin, si tu as vu déjà passer ça, mais des liens entre la durée d'ensoleillement et la présence du pathogène, de l'odium. En fait, les facteurs qui sont souvent regardés, hein, tu les connais très bien, tu t'es ciblé dans la littérature scientifique, c'est d'abord l'humidité de l'air, hein, on sait que oui, il y a un effet négatif des UV. Après, l'ensoleillement dans l'année, dans le millésime, comme facteur, bah, souvent il y a une corrélation positive avec, souvent les années très ensoleillées, c'est là où il pleut moins. C'est souvent les années plus chaudes. Donc, c'est pas simple. Il faudrait qu'il y ait vraiment la mesure de cette année-là, de ce facteur. Et malheureusement, les stations météo, bah, il y en a très peu qui le mesurent. C'est une donnée. Bref, ce serait intéressant de regarder tout ça, mais c'est vrai que ça a été écarté du projet. C'est pas souvent. Attention, hein, d'ailleurs, quand on parle de changement climatique, il ne faut pas tout mélanger les différents paramètres. Il peut y avoir des paramètres qui bougent. La température, pour sûr, bouge et devrait a bougé récemment et devrait, si on suit les différentes projections climatiques de manière. C'est
unanime continuer d'augmenter dans les prochaines décennies. Je vous apprends rien ici. Pour les précipitations, c'est pas simple, hein. Dans le sud de la France, on devrait avoir moins de pluie. Dans le nord de la France, les modèles sont pas du tout d'accord. Donc, il y a une grosse incertitude et là, la profession viticole, comme tous les autres secteurs socio-économiques qui sont liés avec des activités de plein air, dont l'agriculture, eh bien, vont devoir faire face à un futur assez incertain par rapport au régime de précipitation. Voilà, je pense qu'on va, on va peut-être boucler ce séminaire pour essayer de tenir l'horaire qui avait été affiché, les 19h02. Je voulais remercier à nouveau Florian Imbert, remercier également donc tous les partenaires, mais Sébastien, tu l'as déjà fait, hein, qui ont accompagné ce projet. C'était un vrai plaisir, je crois, hein, de travailler avec les chambres d'agriculture, de travailler avec les interprofessions, de travailler avec les exploitants vitivinicoles sur ce projet, avec également la DRAF. Je vois qu'il y a Christophe qui est ici, avec un spécialiste, parce qu'on a travaillé sur d'autres pathogènes aussi. Sébastien a travaillé sur l'Obesia botrana, donc le ver de la grappe. Il a travaillé sur les stades larvaires de la cicadelle de la flavescence dorée. Il a travaillé aussi sur le mildiou. Il n'a pas pu tout présenter dans sa thèse, mais il y a encore des travaux en cours et on espère qu'on pourra revenir sur vous avec des présentations.